Et aujourd'hui, je suis avec ma star hollywoodienne à moi. Je reçois Nico de chez Osé by Nico. Ouais, on peut dire comme ça. Mais merci de m'accueillir, Julieta. Franchement. Mais c'est un immense honneur pour moi, vraiment. Tu es la personne qui m'a inspirée dans la création de mon podcast, mais qui est dans mes oreilles très, très souvent. Waouh, tu vas me faire rougir. Et je suis ravie de t'avoir ici parce que j'ai plein de questions. Ouais. Tous ceux qui écoutent ton podcast savent que tu partages beaucoup sur toi, sur tes expériences. Et puis, tu fais surtout un travail extraordinaire de présentation des personnages. Tu les invites chez toi et c'est toujours une ambiance tellement chaleureuse, intimiste. Ouais, je me rends pas compte. Tu te rends pas compte? Non, je me rends pas compte. Est-ce que tu écoutes tes podcasts? En fait, moi, j'avoue, des fois, je les écoute pour pour redécouvrir le podcast sans le stress le moment où je l'enregistre et le moment du montage qui est quand même quelque chose de très mécanique. Donc, c'est presque le plaisir de réécouter une interview et de voir qu'est-ce que ça rend et prendre un regard, un regard extérieur. Mais je me rends pas trop compte en fait, je donne tellement dans ce podcast de qui je suis. Il y a tellement peu de filtres. Oui. Donc, je m'entends moi. Mais je me rends pas compte que c'est moi. Donc, je me rends pas compte de peut-être la particularité que j'ai, apparemment, mais je me rends pas compte. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour commencer le podcast? Une envie d'aller à la rencontre de gens que j'admire. Ouais. Je crois que c'était ça. C'est vraiment parti de ce côté où j'étais un grand consommateur de podcasts et il y avait cette envie. Je passais mon temps à écouter des podcasts et à les partager. Oui. À les partager en mode tiens, écoute un tel, c'est hyper inspirant. Écoute telle personne, c'est hyper inspirant. Et à un moment donné, mais pourquoi je ne ferais pas moi-même mes interviews avec ces personnes-là et je partagerais du coup mes interviews? Parce qu'en préparant ce podcast, je suis allée dans les tout débuts de tes podcasts. Je me suis dit, qu'est-ce que ça donnait le premier podcast de Osé by Nico? Et en fait, tout de suite, c'était assez professionnel. Hein. Ah, ouais. Je pense, ça, tu vois. En tout cas, il n'y a pas une énorme différence dans tes premiers et tes derniers. Je pense que ça vient du fait que, à la base, je suis journaliste. Ouais. Et que forcément, en étant journaliste, il y a des automatismes. T'avais des codes. Ouais, je pense que dans ce qu'on fait, on est un peu, ce que l'on fait, on le devient. Donc, si à un moment donné, je pratique un côté journalistique dans ma vie professionnelle pendant des années, forcément, je vais avoir une facilité à interviewer sans m'en rendre compte, puisque je veux pas faire du journalisme dans mon podcast. Je veux faire de l'intimité. Mais il y a quand même les codes que j'ai depuis des années qui rentrent peut-être dans la conversation. Mais c'est aussi les codes de matériel. Je crois que tout de suite, tu as fait attention d'avoir la qualité de son, la qualité d'image, etc. Je suis passionné par l'audio, quand j'avais 14 ans, je créais des faux albums. J'étais musicien à l'époque. Album, j'adore. Je faisais des fausses pochettes que je créais avec des imprimantes. Enfin, j'imprimais, je faisais avec mon nom, ou des fois, je créais même à l'époque des supports. J'étais fan de Mylène Farmer et je créais des faux supports de Mylène Farmer. C'est-à-dire que j'aimais l'esthétisme. J'aimais rendre les choses belles et beaux. Et j'ai toujours aimé ça. Toujours. Donc, peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit dans la musique, que ce soit quand j'ai fait de l'humanitaire en Inde, que ce soit quand j'ai fait de l'immobilier, tout ce par quoi je suis passé, j'ai mis en scène, j'ai mis en image et j'ai toujours aimé apporter du soin et de la beauté. Mais ça se voit dans le travail du podcast que tu fais. Mais tu nous fais découvrir le monde du dev perso souvent. Ouais. Tu invites des célébrités. D'ailleurs, j'aimerais savoir comment tu fais. Mais tu nous fais redécouvrir certains, découvrir d'autres. Et puis, tu nous fais découvrir Nico. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire
cette autopsie en direct, quasi. Je sais pas, je suis peut-être égocentrique. Non, parce que ce n'est pas... Je comprends ce que tu veux dire, mais ce n'est... Tu ne te donnes pas... Tu ne dors pas ton blazer. Je mets de l'humour dans ce que je dis là. C'est-à-dire que j'ai effectivement, en 2 ans de podcast, peut-être eu 2 fois 2 commentaires. En 2 ans, c'est rien, de gens qui m'ont dit l'intervieweur pourrait peut-être un peu fermer sa bouche de temps en temps. Moi, je te trouve tellement... pas effacé, mais tellement respectueux. Je trouve que tu laisses toute la place à ton invité. Je pense que c'est une question d'énergie. Et je pense aussi que je suis très intéressé par la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que je lui accorde une grande importance. Pour moi, quand je reçois quelqu'un, il y a toujours ce petit garçon qui accueille... je rêvais potentiellement d'inviter cette personne. Donc, il y a le petit garçon, il a les yeux qui brillent. Mais c'est vrai que, du coup, je suis assez curieux, assez naturel. Et en fait, souvent, quand la personne parle... Je pose évidemment les questions, elle va dire une anecdote, moi ça va me faire penser à quelque chose et je vais dire ah bah tiens, et je vais utiliser ma propre expérience pour rebondir et qu'elle puisse étoffer, donner davantage, parce que dans le dev perso justement, c'est tellement facile d'avoir des gens qui te donnent de la théorie pure en mode de toute façon il faut passer par le chaos pour renaître. Très bien, parlons-en, je suis en pleine rupture. Et là oui, bon, moi, ça fait sens. Je suis en pleine rupture en ce moment, ce qui est arrivé donc il y a quelques années. Ça, c'est une anecdote réelle. Et j'ai demandé à la personne comment on fait pour sortir du chaos. Parce que là, je me suis séparé, ça va pas, je pleure tous les jours, je passe d'un 60 mètres carrés à un 17 mètres carrés, je me sens en plein chaos. Donc, il faut passer par le chaos pour renaître. Moi, j'aimerais bien savoir les clés pour sortir de ce chaos ou en tout cas tenter de survivre dans le chaos. Et c'est là où j'amène souvent ma personnalité. C'est que je veux que finalement ce podcast soit de l'humain et qu'on arrête de dire que tout est facile ou des injonctions, il faut être comme ça, il faut être comme ci. Et en fait, c'est quoi la vie réelle des gens? Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Tu dissocies et tu parles très bien le dev perso qui, ok, c'est le concept, on l'est comme ça. La vie réelle, où j'en suis avec ça, qu'est-ce que ça me fait? Et puis, l'invisible, le spirituel, qui est là, tu le dis, tu expérimentes, mais tu le rattaches toujours aux 2 autres. Et tu fais un peu cette boucle qui est très précieuse parce que, comme tu dis, on peut vite dériver sur un concept qui est tellement détaché de ce qu'on vit. Ouais, oui. Et puis... En fait, je m'en rends compte, je suis autant attiré par du chamanisme, des retraites de silence, de bien-être, qui me déconnectent vraiment et me reconnectent à une forme d'invisible et de choses très intériorisées. Mais quand je reviens à Paris, dans ma vie de tous les jours, quand je suis en lien avec les autres, ouais, c'est bien beau d'être en Colombie et de faire de l'ayahuasca ou du yoga. C'est super. Mais dans la vie parisienne, ça me sert pas autant. Enfin, j'ai certes appris des choses sur moi et peut-être éclairé une forme de vision et connaissance personnelle. Mais après, dans les travaux pratiques, c'est pas toujours aussi simple. Et c'est ça que j'aime bien faire, finalement. C'est réussir à trouver l'harmonie. Et je pense que c'est aller vers qu'est-ce qui m'attire aussi. J'aime autant me tirer des oracles, sachant que c'est par période, par cycle, avec un peu de sauge et des bougies, que faire de l'investissement immobilier, que faire des conférences, qu'être dans le faire. Je crois que je vais là où ça m'attire et j'essaye d'être le plus juste avec qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que j'ai envie de faire au moment T. En préparant ce podcast, j'ai tout écouté. Non, pas tout, mais j'ai écouté beaucoup de choses. Nicolas, t'as pas tout écouté. Nico a été dans mes oreilles toute la semaine. J'étais captivée par l'épisode où tu parlais de ton expérience sur la péniche. Ouais, l'année dernière. Oui, et comme quoi je l'ai fait après la Colombie. Et donc, en Colombie, j'ai fait une retraite de silence et de yoga, suivie d'une retraite de chamanisme à l'ayahuasca, qui est une plante hallucinogène pour apprendre à mieux se connaître, interdite en France, je le précise. Et comme quoi, c'était peut-être pas assez.
Il y avait des choses. La vie parisienne est dure. Là, pour le coup, j'étais en Bretagne. Je passe pas mal de mes étés en Bretagne puisque j'ai une famille recomposée, et j'ai des frères et sœurs, et du coup, pour moi, c'est l'occasion de reconnecter aussi à la réalité. Les enfants sont, à mon sens, un exemple parfait. J'en ai pas, mais j'ai des frères et sœurs qui sont assez jeunes suite à un remariage de mon père, et je me rends compte à quel point ils me ramènent au moment présent, à la simplicité, à la joie et à cette essence de qui on était enfant, en fait. Néanmoins, il m'a fallu à un moment donné, encore une fois, il n'y a pas d'injonction, mais j'ai ressenti le besoin de me reconnecter au rien, au vide, mais en dehors de certains dogmes spirituels. Donc, on enlève le chaman, on enlève le gourou, le prof de yoga, et on va sur une péniche où il n'y a rien. Sans téléphone, sans ordinateur, juste moi. Sans musique. Sans musique, ouais. Ce qui est terrible pour moi. Et vraiment passer une semaine dans le silence, une péniche sur un lac, dans un lieu coupé de tout. En Bretagne, donc pas besoin non plus d'aller au bout du monde pour se déconnecter. Et ça a été incroyable. Je crois qu'on n'a pas conscience à quel point le silence et le vide, c'est peut-être nos plus grands guides pour connaître les réponses à nos questionnements intérieurs. Est-ce que aujourd'hui, tu ressens les effets de cette période, de ces 6 jours sur la péniche? Non. Non, pas la vie parisienne. Non. Parce que, alors, moi, je considère que tout le monde connaît le podcast Osez by Nico, mais si jamais vous ne le connaissez pas, allez tout de suite vous abonner. Il y a de YouTube, il y a toutes les plateformes d'écoute, évidemment. Et dans l'épisode où tu racontes ton expérience sur la péniche, déjà, tu dis que c'est dur. Tu n'es pas dans une espèce de « Ah oui, c'est génial, je suis en extase ». C'est bien que tu le dises, parce qu'on oublie facilement même les choses difficiles. Même mes 9 ans de relation, j'ai tendance à avoir de la nostalgie parce que je repense aux très bons moments de ces 9 ans et j'oublie que la fin a été très compliquée pour nous deux. Et finalement, une retraite de silence ou peu importe les retraites qui ont toujours été difficiles, j'oublie à quel point au début, quand je dois couper mon portable, qu'il n'y a plus rien, il y a un vide absolu, une peur, et si je manquais ci, et si j'étais contacté pour tel truc, et s'il y avait une urgence, et s'il y avait un problème, et puis qu'est-ce que je vais faire sur une péniche quand on coupe tout et qu'il n'y a plus rien? L'angoisse du vide monte et ça devient presque corporel en fait. Ouais. Et je pense qu'aussi longtemps qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne se rend pas compte de toutes les choses qui nous entourent. Ah ouais, totalement. Ouais, totalement. Mais c'est pour ça que je dis que ça apporte des réponses, parce que quelque part, en fait, il se passe pas grand-chose. Le matin, je méditais. Ensuite, j'allais souvent faire des marches méditatives. Donc, marche méditative, c'est pas je vais dans les bois et je fais de la course à pied. C'est 1 pas, 2 pas, 3 pas. C'était d'une lenteur extrême pour juste vivre avec le rythme de la nature. Ouais. Et je ressentais vraiment... ça a mis du temps. Il m'a fallu 2 jours et demi pour me sentir bien. Pour être OK, là c'est bon, je suis détendu. Et maintenant que je suis détendu et que j'ai presque retrouvé une essence naturelle de mon corps, de mon rythme, qu'est-ce que je peux accueillir? Qu'est-ce que je peux visualiser? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Et il m'a fallu un bon 2 jours pour retrouver ça. Ouais. C'est long, quelque part. Alors, pour teaser un peu, j'ai adoré le passage avec les vaches. Mais je ne vais pas vous dire plus. Allez-y, écoutez. Et puis, à la fin, tu reviens dans la vraie vie. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Tu racontes que tu es rentré à Paris, que tu as fait des emmerdes avec un prêt bancaire et qu'on revient vraiment dans le réel, quoi. C'est la grosse complexité pour moi, peut-être aujourd'hui, c'est que je suis très cartésien, quelque part. Je suis très terre-à-terre. Néanmoins, j'ai une curiosité pour tout ce qui est spirituel et l'invisible. Or, je n'ai jamais vraiment expérimenté, si ce n'est ce qu'on a pu me dire dans des interviews de podcast, de gens que j'ai même interviewés. Je n'ai jamais réellement vécu de choses
étonnante, bizarre ou spirituelle. Enfin, que je pense être spirituelle, puisque j'ai appris depuis que la spiritualité, c'est aussi dans la vie tout court. Et en fait, ces retraites, quand même, m'amènent à connecter à des choses que je n'aurais pas imaginées. Et j'ai quand même envie, si tu me le permets, de dire ce qui s'est passé avec mon ex. Bien sûr. Parce que ça, c'est quand même assez incroyable. Alors, c'est un autre ex, hein, mais c'est vrai que j'étais dans une reconstruction émotionnelle quand j'ai fait cette retraite sur cette péniche. Et je savais que j'avais une forme de dépendance affective, que j'ai vraiment un besoin d'amour. J'aime être aimé, j'aime aimer autant qu'être aimé. J'aime l'amour. Je crois que je suis un grand sentimental. Et j'avais eu quelques déboires amoureux les mois qui ont précédé. Et du coup, j'ai eu besoin de soigner ça et de me dire à un moment donné, cette dépendance affective, c'est bon, je peux faire ma vie seule, je peux être heureux seul, je peux connecter à la solitude seule, sans être toujours dans le besoin de plaire dans les yeux de quelqu'un d'autre. Et donc, durant cette retraite qui a vraiment été très évolutive et où je me suis reconnecté à moi, à mes envies, je sais que j'avais besoin de guérir un aspect émotionnel amoureux que j'avais travaillé avec une coach quelques semaines auparavant qui m'avait dit ça serait bien de retourner à cette première trahison dans votre vie qui peut-être vous a fait souffrir. Du coaching, alors je vais dire classique, c'est pas que c'est classique, mais on va dire ok, retourner, alors qui m'a trahi une première fois dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui il y a peut-être une peur de la trahison, de l'abandon. Bon, j'avais eu cet ex en tête, j'avais 17 ans à l'époque, donc ça remonte à quelques années. J'avais eu cet ex en tête et le dernier jour, j'ai vraiment ressenti ce côté dans la marche méditative de faire presque la paix avec toutes mes relations. Ça s'est fait naturellement, encore une fois, c'est difficile à expliquer parce que c'est tellement dans l'instant, dans le ressenti. Bon, je peux le raconter, mais tant qu'on l'a pas vécu, finalement, c'est difficile à l'expliquer. J'ai fait la paix avec tous mes ex, un par un, qui m'ont fait du mal, de façon à me dire, en fait, je leur pardonne et je leur dis merci, parce que j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui sans être passé par eux, et finalement, changer ma perception des relations, jusqu'au moment où il y a eu ce fameux ex qui était le tout premier, à 17 ans, celui qui m'avait fait peut-être mal pour la première fois. Et là, j'ai ressenti cet amour de lui dire merci. J'ai fait un câlin à un arbre, ce qui était pas du tout mon type. Hein. Je tiens à dire que je fais pas partie des personnes... Un cartésien qui fait les câlins dans les arbres, ça tient pas la route. Hein. Et ça faisait une semaine que j'étais seule, il y avait personne qui m'avait dit de faire ça, et j'ai fait un câlin à l'arbre, mais j'ai vraiment senti dans ce moment, mais la quiétude. En fait, là, t'en parlais, ça me remet dans... J'avais lâché toutes mes relations du passé, et je me sentais bien... J'ai fait ce câlin à cet arbre, ça peut paraître perché de raconter ça, mais j'ai senti l'énergie partir et de dire à l'arbre, prends ce qui ne m'appartient plus, ces énergies négatives. Et en fait, ces textes, 21 ans plus tard, le lendemain, m'a envoyé un message pour prendre un verre. Ça faisait 21 ans que j'avais pas eu de nouvelles de lui. Donc pendant 21 ans, rien. Ouais. Et suite à ça, un message. Et c'est un ex auquel je ne pense pas. Là, j'y ai pensé parce que j'ai eu un coaching, que je suis allé dans une retraite. T'as fouillé la mémoire. Voilà. Et j'ai repensé à lui à ce moment-là, mais je ne pensais pas à lui. Et ça, je peux pas dire qu'il n'y a rien dans l'invisible. On peut dire que c'est un hasard, mais j'expérimente depuis 2 ans beaucoup de hasards qui sont très étranges. Et ça, j'avoue, 21 ans plus tard, un ex qui me renvoie un message pour prendre un verre. Et là, je me suis dit, effectivement, mais qu'est-ce que je peux créer dans ma vie ? Si, dans une énergie, je peux créer des connexions, alors, comment ça peut fonctionner ? Et du coup, à ce moment-là, j'achetais un nouvel appartement locatif. J'ai eu un refus de prêt et je me suis connecté à, si je vois plus grand, comment je peux réussir à avoir un oui, parce que j'ai décidé que ça allait être un oui. Et c'est vrai que j'ai réussi par mon énergie à réavoir les conditions que je voulais, avoir mon prêt dans les conditions que je voulais. Et j'ai l'impression que l'énergie amène des opportunités qu'on n'aurait pas habituellement selon comment on est. Et j'ai envie de te dire que c'est pas très... Ça demande pas d'être perché. C'est qu'à un moment donné, c'est aussi...
si t'es de très bonne humeur et que tu vois la vie en rose, comme mon t-shirt, bah, quelque part, tu auras beaucoup plus d'opportunités que si tu vois les choses négatives. Donc, c'est presque du bon sens. Et comment s'est passée la rencontre avec l'ex après 21 ans? Rien de particulier, en vrai. C'était marrant de se voir. C'est marrant de se rendre compte qu'on change pas tant que ça. C'est peut-être effrayant. Lui n'avait pas tant changé, tant en apparence que dans son énergie. Et à un moment donné, en discutant, il m'a dit « T'as pas changé. T'étais comme ça à 17 ans. » Bon, j'ai évolué. Je vois qu'il y a des évolutions. Je pense que tu as évolué aussi durant tes expériences, que tu as vécu, ça va de soi. Chacun de nous évolue comme une pâte à modeler. On a une couleur. Et ensuite, la pâte à modeler, elle va bouger. Et je pense que c'est ça. On a presque une essence. Et quelque part, je pense que cette essence très solaire que j'ai naturellement, je l'ai. Mais des fois, bah, je l'ai perdue après la rupture, par exemple. Donc là, la pâte à modeler, elle était un peu aplatie. Et là, j'essaie de lui redonner de la texture. Et je pense qu'on a tous une essence. Et que après, c'est de voir comment on peut la faire briller, cette essence, et non pas aller dans un côté plus sombre. Parce qu'on peut... Moi qui suis très, justement, joyeux et solaire, je peux vite être triste et déprimé. Et comment je peux garder le côté positif de ma personnalité et pas aller dans le côté sombre. Tu disais qu'il y a des choses surprenantes qui t'arrivent depuis 2 ans. Est-ce que c'est depuis que tu fais le podcast ou c'est 2 ans qui sont à partir d'un événement autre? Non, si je regarde, il y a toujours eu des choses, potentiellement. Le podcast me permet d'interviewer des gens qui, potentiellement, ont un pied là-dedans. Donc, l'expérimentation fait que j'ai envie d'essayer de voir qu'est-ce que c'est cet invisible non explicable. J'ai toujours eu le sentiment que la vie me menait sur les bons chemins. J'ai fait 10-15 ans de musique, donc chanteur, guitariste, j'étais journaliste en parallèle, et à un moment donné, j'en ai eu marre. Je travaillais avec Evelyne Thomas sur l'émission C'est mon choix, pour ceux qui connaissent, qui est une émission de témoignage qui était un peu très, voire trop divertissante à un moment donné à mon goût. Et j'en ai eu marre et je suis parti en Inde faire de l'humanitaire, donc pareil, changement de vie, un tour d'Asie. Je rentre en France, donc après 6 mois, je me fais virer de mon appart. Je suis intermittent du spectacle. Je suis parti 6 mois en Asie, donc j'ai pas de fiche de paie les 6 derniers mois. Comment je fais pour retrouver un appart à Paris? Mon banquier me dit, vous n'avez qu'à acheter un appartement. Je dis, mais comment est-ce possible? Vous êtes intermittent depuis 5 ans, moi je vous suis. Ok, bon, alors je vais acheter mon appartement. Alors, petite surface, je trouve un 14 mètres carrés avec mezzanine à 200 000 balles. C'était dans le centre de Paris, mais voilà, très cher. Et je m'intéresse à l'immobilier parce que je ne connais rien. À la base, je suis journaliste dans le divertissement et musicien. Et là, j'avais fait un voyage en Asie. Donc, l'immobilier, c'était très loin de moi. Et j'ai vu qu'une banque me suivait. Mais c'est quoi une banque? C'est quoi un prêt? C'est quoi une copropriété? C'est quoi un notaire? Je partais vraiment de zéro. Donc, je me suis renseigné sur YouTube. Et là, j'ai découvert des gens qui disaient « Ah, en fait, avec l'immobilier, on peut gagner de l'argent en faisant du locatif. » Moi, ça tombe bien parce que quand j'étais en Asie, j'ai dû appeler ma mère parce que j'avais plus d'argent pour faire mon tour d'Asie. Donc, quand à 30 ans, on doit appeler sa mère pour lui demander 2 000 € pour terminer son petit voyage tranquille, l'ego prend un coup. Peut-être qu'il faudrait régler ce problème d'argent. Je vais devenir investisseur immobilier. Et là, déjà, personne ne croyait en ce que je disais parce que personne ne pensait que c'était possible. Et surtout, la banque me prêtait l'argent pour mon appartement à Paris et ne voulait plus me retirer cet argent puisque j'avais signé le prêt. Mais la signature n'avait pas été encore faite. Et moi, j'étais là, genre, je veux plus de votre argent. Et la banque me disait, si, on peut plus faire machine arrière. Je me suis retrouvé. Alors, je crois la seule personne que je connais qui se bat avec la banque pour ne pas avoir d'argent. Je me suis retrouvé dans une banque à Terne, à Paris, à aller demander, à faire scandale au guichet. Je veux voir la directrice de cette banque. Je veux qu'on me retire cet argent. Et ils ne pouvaient pas. Et
j'avais une foi énorme sur ce projet d'investissement immobilier, mais une foi incommensurable que personne pouvait imaginer, puisque personne dans mon entourage ne faisait d'immobilier, et moi j'étais un journaliste, artiste, qui n'avait aucune connaissance là-dedans. Donc la foi, elle était au fond de mon cœur. 3 jours avant la signature finale de l'acte authentique de cet appartement parisien, je reçois un appel du notaire. Il manquait un document dans le compromis qui avait été signé 2 mois plus tôt. Je pouvais me rétracter. J'avais 10 jours de rétractation. Et j'ai eu beaucoup de petites choses comme ça dans ma vie. Et donc, tu as pu finalement... je me suis rétractée. La banque a repris son argent. Yes. Et 3 mois plus tard, j'achetais mon premier appartement locatif à 14% de rentabilité. 6 mois après, un deuxième appartement locatif à 12% de rentabilité. 1 an après, un 3e appartement locatif. Enfin, j'ai changé ma vie. Et sans l'immobilier, d'ailleurs, je ne ferais pas de podcast, puisque tout ça, c'est un enchaînement, comme si la vie amenait les opportunités, en fait. Tu disais dans un podcast que parfois les gens ne sont pas d'accord avec toi, mais que tu crois que notre pensée façonne notre réalité, je crois. Ouais. Ta pensée crée ta réalité. C'est ça. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent pareil. Je dirais même que nos pensées façonnent nos émotions. Ouais. Et que, évidemment, que ça façonne notre réalité. Où tu en es aujourd'hui avec ça? Je le crois toujours. Ça a façonné. Le mot ne veut pas. L'immobilier. En vrai, ma pensée que c'était possible a créé une réalité que personne autour de moi pensait réalisable. Donc, clairement, ma pensée a créé ma réalité. J'ai mis les actions en place. Pour moi, il y a 3 points. Avoir foi. Quand tu as foi en quelque chose... La foi profonde, hein. Oui, c'est pas une foi spirituelle. Je parle d'une foi de je crois que c'est possible. Je crois en moi. Je crois dans les possibilités de réussir tel projet ou de réussir telle vie de couple ou de faire tel voyage ou d'avoir telle personne dans un podcast. Peu importe. Cette foi. Ensuite, quand on a la foi, pour moi, après, il y a une vision. La vision. Qu'est-ce que l'on veut? Je savais que je voulais être investisseur immobilier et que je voulais changer ma vie grâce à l'immobilier. Ok, c'est quoi ma vision? J'ai des appartements locatifs. J'ai créé des cartes de visite avec marqué mon nom, mon prénom et investisseur immobilier avant même d'investir. Et je donnais ça aux agents IMO que je rencontrais. J'incarnais avec foi et j'avais la vision de ce que j'allais devenir. Ensuite, l'action. Je me suis formé, j'ai été à des conférences sur l'immobilier. J'ai été visiter 15 visites en 2 jours, puisque je faisais ça en Bretagne et que j'habitais Paris. Donc, j'ai pris un billet de train. Je suis allé en Bretagne, j'ai fait 15 visites en 2 jours. J'ai fait 3 offres. J'ai signé un compromis. Ouais. L'action et ensuite l'audace. L'audace d'y aller, de proposer, de faire une offre avec moins 40 000, moins 50 000 sur un appartement. Et ça, je le fais dans toute ma vie. Le podcast, la foi. Je veux créer quelque chose, c'est au fond de moi, c'est possible. Je veux avoir Madonna dans mon podcast. Ok, la vision. S'il y a Madonna, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a il y a telle personne, telle caméra, c'est comme si... Voilà, la vision, elle est là. Ensuite, l'action. Ok, maintenant, j'achète ce qu'il faut pour pouvoir faire le podcast. J'envoie des mails, je vais à la rencontre des personnes. Et l'audace, si les gens me répondent pas, je les rencontre. Eddie de Préto, j'ai été le voir à une dédicace. Je vais à la rencontre des gens. Ryan Gosling, alors ça c'est une autre façon d'être audacieux, mais Ryan Gosling, je lui ai couru après dans une avant-première c'est qu'un acteur américain qui a fait c'est quoi le film? J'ai plus le nom. La La Land, film La La Land. Ryan Gosling, je lui ai couru après à une avant-première à UGC des Halles, quoi. L'audace de faire ce que les gens ne font pas. Et ça a toujours donné du résultat dans ma vie. Tout le temps. Je pense qu'on ne peut pas réussir un projet sans avoir cette foi, cette vision, la mise en action et l'audace. C'est ce qui permet de faire des revirements
à 180 degrés. Et donc, on en vient à ta pensée crée ta réalité, puisque à un moment donné, ce que je pense, je mets en live et je crée. Bon, bah, l'immobilier, le podcast, un voyage aussi. Quand je décide de partir au bout du monde en sac à dos, en Colombie, sans parler espagnol, bah, c'est pareil. C'est j'ai envie, c'est au fond de moi et c'est la vision. Et tu vois, c'est tout se met tout le temps en place. Je crois que c'est les ingrédients que j'ai trouvés pour pouvoir créer ça et être toujours en accord avec ta pensée, créer ta réalité. Mais ça ne veut pas dire qu'on réussit. L'audace, c'est le chemin pour avancer vers ce qu'on veut. L'audace n'est pas synonyme de réussite. De plus, ça ne veut pas dire non plus que j'utilise ces ingrédients dans toute ma vie, puisque ma pensée crée la réalité marche négativement quand aujourd'hui je me trouve pas assez beau, pas assez jeune pour pouvoir reconstruire une relation de couple, et que dans ma pensée, je plais à l'étranger, donc tous les ans, je pars 2 mois en général à l'étranger, parce que c'est là que je vis ma vie sentimentale. C'est pas positif d'avoir cette pensée, parce que oui. Tu vois, je la réalise ma pensée, et quand je suis à l'étranger, j'ai pas de problème de rencontre. À Paris, c'est beaucoup plus dur. Tu me tends la perche avec ton âge. Tu parles aussi dernièrement de la crise de la quarantaine. Ouais. Comment tu vas ? Hier, donc je suis toujours journaliste, et hier, je faisais une émission sur la chirurgie esthétique, les excès de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Ouais. Effet miroir avec moi, parce que forcément, quand je vois ça et qu'eux, ils ont 20 ans et qu'ils ont peur de vieillir, quand je fais une émission sur le sujet, c'est vrai que ça me tend un peu, et en même temps, ça m'inspire à me dire, mais qu'est-ce que je pourrais moi faire tout en m'éloignant de qui je suis. Et en fait, bon, ça c'est un autre sujet. Enfin, c'est un autre sujet, oui et non. En fait, quelque part, hier, quand l'un des invités qui a commencé la chirurgie très jeune, mais qui aujourd'hui a 37 ans, me dit en fait, moi j'étais passionné par les vampires, etc. Buffy contre les vampires, ou Entretien avec un vampire, et qui me dit mais tu connais pas, t'es pas de cette génération-là. Et que je lui dis rappelle-moi ton âge. Il me dit j'ai 37. Je dis, mais je suis plus vieux que toi. Mais et évidemment, là, Nico, c'est pas pour te flatter, mais tu fais pas tes 40 ans. Oui, bien sûr. Mais du coup, je vois que ça m'aide à vivre un peu mieux ces caps des 40 ans qui arrivent dans un an. Néanmoins, je me dis combien de temps ça va durer. Parce que je vois que ça, c'est une insécurité que je ne pourrais pas régler. Est-ce que cette appréhension que tu as de cette barrière de 40 ans, elle est uniquement liée à ton image ? Beaucoup. Moi, je me sens pas avoir 39 ans aujourd'hui. Moi, je me souviens avoir fêté l'anniversaire de mon père pour ses 40 ans. Ouais. Mais l'image de mon père n'est pas du tout l'image que j'ai de moi actuellement. En fait, donc, et ça joue beaucoup sur le physique. Je te parlais d'aimer ce qui est beau, de rendre les choses belles. Quelque part, j'ai cette croyance que la jeunesse est la beauté et la fraîcheur. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois bien. Que je sais que c'est faux. Je sais que c'est pas une vérité. J'en ai conscience. Mais c'est un schéma qui est très ancré et qui m'embête un peu, pour ne pas dire un autre mot. Mais encore une fois, j'aime beaucoup ton authenticité, parce que dans le rôle de podcasteur dev perso, avec qui se connecte à soi, etc., tu as ce courage de dire oui, je suis emmerdée par le potentiel vieillissement de mon physique. Et non, c'est pas important, etc. C'est important pour tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde a un avis, en tout cas, sur le sujet, et j'ai l'impression, encore une fois, on fait une émission sur la chirurgie esthétique, que c'est en augmentation quand même, c'est pas en diminution. Donc c'est que les gens ont un attrait pour se sentir bien. Je vois même des hommes sur Instagram de plus en plus jeunes qui font des implants capillaires. Et ça devient de plus en plus démocratisé. Des influenceurs, ils font des implants, ils s'en cachent pas. Qu'ils le fassent en Turquie ou à Paris, ça dépend du budget, mais en fait, ils le font. Et j'ai le sentiment, en tout cas, qu'on
on peut dire que c'est pas important, mais quelque part, pour moi, ma pensée crée ma réalité. Et si le matin, je me sens bien beau, c'est beaucoup plus simple de créer une pensée positive et d'aller à fond dans mes projets et atteindre mes objectifs que si je me réveille et que je me sens pas beau, que je trouve que je sais pas, j'ai grossi ou que j'ai trop de rides, etc., etc. Ou alors c'est le chemin à faire. Comment aimer mes rides? Pour l'instant, j'ai pas réussi. Pour l'instant, t'en as pas. Bah, pour moi, j'en ai. Oh non, regarde bien la caméra, tu vois. Regardez-le. Non, pour moi, j'en ai. Ça fait 3 ans. C'est vrai que j'en parle aussi avec pas mal de liberté. Des fois, je me dis, je suis fou d'avoir autant d'être peut-être autant transparent dans ce que je dis, mais je fais du Botox depuis 3 ans. Là, j'en ai pas. Par exemple, pour information, j'en ai pas parce que ça fait plus de 6 mois et que le Botox dure à peu près 6 mois. Par contre, quand j'en fais, le résultat est magique. Je vais pas mentir. Je trouve que c'est un résultat qui est flagrant. Il y a un vrai avant-après. Il faut 1 semaine entre le moment où on se fait piquer. Il va me donner l'envie. et le résultat, et ça change littéralement, ça enlève les rides. Faut que ce soit bien fait. Sinon, le visage peut être très figé. Mais si c'est bien fait avec quelqu'un de compétent, c'est naturel. Ça rend naturel, en tout cas, je trouve. Et les rides sont quasi estompées. Il faut que tu m'expliques quelles rides tu veux effacer. Parce que franchement... Les rides ici, quand je souris. Quand tu souris. Et aussi du front. Ouais, je trouve que et donc, quand tu souris, il n'y a plus des... Il y a beaucoup moins. Il y en a toujours un petit peu, mais beaucoup moins. C'est plus lisse. Et tu préfères? Ouais, quelque part, je préfère. Ouais. Parce que moi, je trouve que le visage, il a son charme s'il a des rides de... Le pire, c'est que je suis d'accord avec toi et je vais être tout à fait honnête. Hier, les personnes que j'ai eues en plateau, je me suis dit, je vois quand même qu'il y a beaucoup d'injections. Et je me suis posé la question, est-ce que tu veux renvoyer cette image-là de quelqu'un qui a tellement peur de vieillir qu'il va se déformer le visage sans s'en rendre compte pour paraître plus jeune? Ça m'a beaucoup questionné. Hein? Oscar Wilde. Ouais, ça m'a beaucoup questionné. Part. Ça m'a beaucoup questionné parce qu'encore une fois, c'était un effet miroir et je pense qu'on ne se voit pas. Et c'est pour ça que on peut avoir des jugements aussi terribles sur soi, c'est qu'on ne se voit pas tel que l'on est perçu par les autres. Tu disais que c'est très lié à ton physique. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette appréhension? J'ai compris avec 4 ans de psychothérapie et les podcasts et le travail sur moi et même les retraites, que ce soit en Colombie ou en Bretagne, que j'ai la peur de ne pas être aimé. J'ai la peur de ne pas plaire, mais j'ai la peur de ne pas plaire, c'est de ne pas être aimé. La finalité, pour moi, je pense, mon blocage ultime, si on va au nœud, c'est j'ai peur de ne pas être aimé. Et vu que je ne m'aime pas assez, bah, je recherche l'amour à l'extérieur. C'est ce que nous faisons tous. Hein. Parce je sais pas. Tu parlais de chirurgie esthétique. Quand tu vois sur le plan plus large l'industrie de la beauté, que ce soit dans l'alimentation, dans le cosmétique, dans les chirurgies, c'est un business incroyable. Ouais. Oui. Oui, mais je ne sais pas si c'est tout le monde, en fait. Je me pose quand même la question... C'est peut-être pas tout le monde, mais... Je vois bien que j'ai des gens autour de moi qui sont beaucoup plus détachés de ça. Je vois bien que tout le monde a ses propres traumas et ses propres besoins et problématiques. Moi, il se trouve que c'est sur le rapport à l'autre. Et quelque part, c'est ça. Mais de toute façon, la vie est ambivalence. La vie est paradoxe. L'être humain est un paradoxe sur pied. Sur pattes. Sur pattes. Et je le ressens bien. C'est-à-dire qu'à la fois, je ne m'aime pas et pourtant, je me mets en scène constamment. Donc, si je ne m'aimais vraiment pas... ça serait difficile de faire autant de choses avec des caméras, des photos, des séminaires en public. Depuis que j'ai 14 ans, je fais de la scène. J'ai toujours été sur scène. Mais j'ai toujours eu cette insécurité personnelle. Les plus grandes stars ont des insécurités personnelles. Pour connaître même personnellement des humoristes, dans la vie privée, ils ne sont pas aussi drôles. Loin de là. Ouais.
Mais peut-être c'est une quête de combler ce besoin d'être aimé par l'admiration du public, qui ne nous connaît pas vraiment. Ouais. Totalement. C'est pas ton cas, parce que quand on écoute tes épisodes, alors ça m'étonnerait quand tu connais, que tu donnes une autre image dans le podcast, ce que tu es réellement. Oui, et c'est délicat aussi parce que j'ai l'impression de faire briller mes failles. Oui, je comprends. J'en avais parlé avec ma psy, j'en ai parlé avec Florence Escaravage, qui est coach en amour, en relation amoureuse, et j'avais fait un épisode avec elle sur comment faire une rencontre amoureuse, comment on doit se présenter, comment ça fonctionne, et elle m'avait expliqué qu'une connexion émotionnelle vient de la vulnérabilité. Que si on connecte réellement avec quelqu'un, mais quand j'ai quelqu'un d'ailleurs, c'est avec n'importe qui, si on veut créer une vraie relation, ça vient de la vulnérabilité que l'on crée. Et donc elle m'expliquait que si on vient en Superman ou Superwoman, on présente le super magazine, ça marche pas tant que ça parce qu'on présente quand même quelque chose qui brille, mais la réalité au bout de quelques mois de relation, quand c'est pas quelques semaines, et la réalité dans l'intimité ou chez soi, on peut pas porter le costume de Superman ou Superwoman tout le temps. Et donc moi je lui avais partagé que je parlais beaucoup de mes failles, mais elle m'avait fait réaliser que c'était des failles qui font briller aussi. Ouais. Et où elles sont, les véritables failles, la véritable vulnérabilité. Et j'ai du mal à la trouver, vraiment. Et en même temps, est-ce que les failles que tu veux faire briller, ce sont peut-être les vraies, sauf que le fait de les raconter en public, ça t'oblige à un peu tourner en 3D, tu vois, ta faille. Ouais. Et si tes pensées créent ta réalité, ce que tu penses de ta faille crée ta réalité, que elle est peut-être pas si grave parce que je suis en recherche de solutions. C'est une bonne façon de voir les choses. Effectivement, merci de relever ça parce que quelque part, j'ai l'impression d'être sur un chemin où je cherche tout le temps des solutions et je veux inspirer les gens à ça, en fait. C'est à voir que tout peut être en mouvement. Et quand je parle de mes failles, et encore une fois, quand je le fais en podcast, soit c'est un épisode solo et donc il y a un intérêt de partager, les gens écoutent parce qu'ils veulent m'entendre raconter une histoire en Colombie, en péniche ou en séminaire, où je vais raconter ce qui s'est passé dans le séminaire. Mais quand je suis en interview, c'est pour rebondir sur ce que la personne dit ou pour la faire réagir, pour elle, voir comment elle se sent. Pourquoi je te dis ça ? Je ne sais plus. Parce qu'on a parlé de la faille et donc tu disais que si tu fais briller les failles, c'est peut-être pas vrai. Mais c'est pour trouver des solutions. En fait, c'est toujours ça, mon podcast, c'est que j'ai envie de montrer que, à vrai dire, moi j'essaie de ne pas porter tant que ça. Je porte des fois le costume du Superman. Parce que ça fait partie de moi, que j'aime les choses qui brillent, j'aime les projets qui avancent, j'aime réaliser l'impossible. Donc évidemment, là c'est le costume du Superman. Mais ce mec-là a ses doutes, a ses peurs, a ses craintes, et je les partage aussi. C'est peut-être que je montre autant la vitrine que l'arrière-boutique. En fait, j'ai l'impression que dans ma vie, depuis le podcast, ça n'a pas toujours été comme ça, hein, mais depuis le podcast, je montre la vitrine et l'arrière-boutique parce que j'ai tellement tendance à idéaliser les gens que je peux interviewer ou des gens que je vois sur les réseaux ou peu importe, des personnalités, que j'ai envie de montrer que, en fait, au final, on peut aussi briller et avoir ses propres problèmes. Mais je n'invente rien. Enfin là, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être tout le monde, de plus en plus. La santé mentale prend de la place dans la société. Il y a de plus en plus de podcasts sur le sujet. Il y a de plus en plus d'artistes qui parlent aussi de leurs problématiques. Donc, j'innove pas. Hein. Non, mais tu as ta patte parce que quand tu fais tes épisodes, tu vois, tu testes par exemple un exercice. Je sais pas, tu as fait des bilans plusieurs fois. Mais tu expliques ce que tu vas faire. Donc, quelque part, tu expliques la méthode pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Tu
parles des bénéfices que les gens peuvent avoir, donc tu les invites à vivre leur propre expérience et tu te prêtes à l'exercice avec toute ton honnêteté. Et je trouve ça super inspirant parce que expliquer la méthode, oui, et après. Se prêter à l'exercice sans dire du pourquoi, du comment, oui, c'est sympa quelques épisodes. Mais tu as réussi à faire quelque chose de très complet, qui s'écoute en plus avec on voit ton sourire sur audio, quoi. Il rigole parfois tout seul, il vous raconte qu'il y a une alarme qui sonne. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, encore une fois, avec spontanéité. Et une spontanéité, toujours pareil, les gens qui écoutent mon podcast ont l'impression des fois que c'est facile. Des fois, un épisode solo, je l'ai refait 5 ou 6 fois. Moi, tu m'inspires, mais tu vois, je me suis jamais... Alors, si, j'ai testé, mais j'ai très, très peu d'épisodes solo. Déjà parce que j'ai le frein que tu parles mal français. Je suis polonaise, tu vois, je suis arrivée en France 25 ans, j'ai appris le français. Aujourd'hui, ça va, mais ça a été... Mais c'est fou que tu penses ça. Parce que au contraire, justement, je trouve que tu es très solaire, que tu as une super jolie voix, un superbe accent qui est très léger, qui justement fait tout ton charme. Je vais rougir, là. Non, mais tu vois, pour moi, c'est une force, justement. C'est ça qui est dingue. Là, tu vois, tu parles de quelque chose qui est un frein. Moi, je le vois comme une force. Ok, je prends, je note, je souligne. Non, parce que je peux réécouter mes podcasts et puis il va avoir des maladresses. Je vais faire, je sais pas, un table, tu vois, parce que la table en polonais, c'est lui. Ouais. Et c'est tellement ancré dans ta tête que le genre, parfois, t'échappe. Et ça m'énerve parce que quand je l'écoute, je me dis, mais tu sais que c'est une table. Tu vois, ce genre de petites choses. Mais là, c'est ton perfectionnisme, potentiellement, d'avoir appris une langue et de vouloir la parler avec cette perfection. Mais pour un Français, en tout cas quelqu'un qui parle français, c'est pas gênant. Au contraire, c'est tout ton charme. Et on va pas te reprocher de te tromper. En fait, c'est ça qui me paraît dingue. Je comprends. Moi, au contraire, j'adorerais entendre quelqu'un, peut-être comme je fais finalement, qui fait ses erreurs, qui se plante, qui va pas dire le bon mot. Moi, le nombre de fois en interview où je trouve pas le bon mot, ou en épisode solo, et je vais pas couper, hein. Si je me plante, je dis « putain, je me suis planté ». Mais c'est ce qui fait peut-être pour moi le charme, tu vois. Donc toi aussi, tes erreurs font ton charme. Je comprends. Et je le fais de plus en plus, c'est-à-dire que je coupe plus des petites maladresses, des petites erreurs. Mais juste pour finir, j'ai testé des épisodes solo et en fait, je les cadrais, je écrivais le texte. Ouais. Et je le lisais presque, tu vois. Et c'était... mais je trouvais que c'était horrible parce qu'il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas d'émotion. C'était plat, donc complètement inutile. Ça, je pense qu'il faut connaître ton fonctionnement. En fait, c'est que chacun de nous, on a des fonctionnements. Il y a des gens qui ont besoin de préparer n'importe quoi, un travail, un projet, une prise de parole. Ils ont besoin que ce soit carré, limite écrit, et ils se sentent à l'aise là-dedans. Il y a des podcasteurs qui écrivent la plupart de leurs épisodes quasi entièrement. Il faut savoir où tu te trouves. Là, dans ce que tu me dis, j'ai le sentiment de voir que tu as besoin de vibrer avec ce que tu dis, mais que tu as besoin de préparer quand même. Oui. Donc, il faut plus préparer un plan avec des bullet points qui disent si tu as peur d'oublier certaines choses, et avec peut-être 2 ou 3 citations. Parce que c'est trouver en fait ton mécanisme. Je pense qu'on a un mécanisme peut-être similaire, puisqu'effectivement, moi, je suis arrivé à un stade où j'écris mon intro, j'écris mon outro, et j'écris les points importants avec des exemples que je veux donner, mais juste l'idée de l'exemple. Et ensuite, je me lance. Et je suis arrivé à un stade où si je me plante, c'est pas grave, je continue. Ouais, j'ai adoré parce que et quelque part, tu m'as montré le chemin. Je me suis dit, mais tu l'acceptes chez les autres. C'est même ça ce qui te fait envie d'écouter quelqu'un qui se plante, qui dit bon, c'est pas grave. Pourquoi tu t'autorises pas à toi ce fonctionnement-là? Sachant que c'est la croissance qui permet d'être bon, meilleur dans la pratique. Et peu importe ce qu'on réalise, on commence toujours de zéro. Tout le temps. Faire un podcast solo, c'est pas naturel. Hein. Parler seul dans un micro,
Je connais peu de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient à l'aise au début. C'est vrai. David Laroche, qui est coach en développement personnel, a laissé ses premières vidéos d'il y a 15-20 ans. Je sais pas quand il a commencé. Mais il les a laissées parce qu'il veut montrer comment on peut progresser. C'est ça. Et je crois que c'est important de se dire que dans la vie, de toute façon, on progresse. Je me suis lancé sur LinkedIn il y a 3 jours. Et je me dis, waouh, comparé à certains profils, mais je découvre un nouveau monde, quoi. Je pars à zéro. Je sais pas faire, j'ai pas les codes. Mais le podcast, au début, je savais pas comment faire, j'avais pas les codes. On apprend l'immobilier, je savais pas comment faire, j'avais pas les codes. Quand j'ai fait de la musique, je savais pas comment faire, j'avais pas les codes. J'ai appris et j'ai avancé sur le terrain en partant à chaque fois de zéro. De zéro. Magnifique. Pour finir, je voulais juste te remercier d'avoir accepté ma demande. Je me souviens, ça faisait des mois que j'essayais. Je me suis dit, allez, vas-y, parce que ce serait tellement chouette. Et puis un jour, j'ai lancé la cuisson des pâtes, tu vois. Et pendant que l'eau chauffait, j'ai dit, allez, tape le message. Et mon eau a bouilli dans toute la cuisine, tu vois. Ouais. Et tu as répondu dès que tu as vu le message en disant écoute, je sens que c'est très spontané, let's go, avec une gentillesse. J'avais le soleil dans le texte que tu m'écrivais, c'était vraiment touchant et merci. Oh c'est moi qui te remercie. C'était une rencontre incroyable et j'ai adoré tout ce que tu nous as dit, ton sourire et ton authenticité. C'était... Ouais, mais merci à toi, merci beaucoup de l'invitation. Et là, j'ai juste quand même envie de rebondir. Quand on fait une demande, on a 50% de chance d'avoir un non et 50% de chance d'avoir un oui. Il ne faut, selon moi, surtout pas se priver de ce qu'on peut demander, parce que c'est en demandant qu'on avance. Je dis souvent, ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Donc, il faut se lancer. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Et regarde, ça fait de belles rencontres et on ne sait pas ce qui se passera. Et puis avant, on a parlé du Brésil. Tout à fait. Et tu m'as parlé d'un couple que tu connais au Brésil, moi qui vais aller peut-être au Brésil. Enfin, on ne sait pas. La vie est faite de rencontres. À mon sens, en tout cas, toute ma vie est faite comme ça. C'est des opportunités, c'est des rencontres, c'est ce qu'on crée, c'est sortir de chez soi et être dans le mouvement. Et ce mouvement crée la chance. Et dans la chance, on peut créer n'importe quoi. On ajoute un peu d'audace et la vie est magique. Et la vie est magique. J'ai l'habitude dans ce podcast de demander le mot de la fin, mais je pense que tu viens de le dire. Oui, je pense. Ça me paraît pas mal comme message à retenir. Merci beaucoup, Nico. Merci, Julieta.